Bonsoir et bienvenue, chère licorne francophone. Aujourd'hui, nous allons lire des contes et légendes des pays celtes. Et nous allons commencer par la Bretagne. La Bretagne armoricaine, ainsi nommée pour la différencier de la Bretagne insulaire, autrement dit la Grande-Bretagne, constitue un étonnant conservatoire de la tradition populaire orale. Jusqu'au début du XXe siècle, des conteurs n'ont pas cessé de colporter au cours des veillées les récits traditionnels qui leur avaient été transmis de génération en génération, soit en les restituant dans leur intégralité, soit en les adaptant aux nouvelles conditions de vie qui étaient les leurs. De nombreux collecteurs ont ainsi découvert et sauvé d'admirables contes qui semblent surgir tout droit de la nuit des temps, révélant ainsi la richesse de l'imaginaire celtique et son extraordinaire vitalité à travers les vicissitudes de l'histoire. Cela aussi, bien en langue française qu'en langue bretonne ou en langue galaise, puisque la Bretagne est un pays multilingue. Et nous commençons par les carrières de Saint-Juvat. C'était il y a bien longtemps, bien avant que ne fût construit le barrage de Rofemel sur la Rance. À l'époque, il n'y avait pas encore de chemin de fer, et seules quelques routes étaient pavées. Celle qui allait de Dinan à Rennes, et de Dinan à Saint-Malo en particulier. Mais les autres étaient plutôt des chemins de terre dans lesquels s'embourbaient les chars lorsque les pluies d'automne avaient détrempé le sol. À cette époque donc, il y avait, dans la paroisse de Saint-Juvat, qui domine la vallée de la Rance, un homme du nom de Boutin, qui possédait plusieurs champs, et parmi eux, ceux qu'on appelle encore aujourd'hui les pâtures Boutin. Chaque matin, le bonhomme Boutin faisait le tour de ses champs pour voir où en était sa récolte, car il était très soigneux et ne laissait rien au hasard. Et chaque matin, il constatait avec déplaisir que l'herbe de ses pâtures avait été broutée et foulée. Il commençait à trouver la chose étrange, car aucun de ses voisins n'aurait eu l'audace de faire venir ses troupeaux sur ses terres. Mais en observant plus attentivement les marques laissées sur le sol, il comprit enfin que c'étaient celles laissées par une seule vache. Il interrogea ses voisins, et plusieurs d'entre eux lui affirmèrent qu'il avait souvent vu le soir une vache qu'on ne connaissait pas pour appartenir à quelqu'un du pays. Le bonhomme Boutin, qui soupçonnait quelque traîtrise, décida d'en avoir le cœur net. Un jour, vers la fin de l'après-midi, il se cacha soigneusement dans un buisson. Au milieu de ses champs, il attendit patiemment. Et alors que le soleil disparaissait à l'horizon, il vit une vache blanche et noire, comme toutes les autres, mais plus grande et plus belle, qui arrivait dans l'une de ses pâtures et qui se mettait à brouter avec voracité la belle herbe verte qu'il mettait tant de peine à faire pousser. Après avoir hésité un moment, il s'approcha, en silence, de la vache et parvint à la saisir par la queue. Mais la vache ne semblait guère disposée à se laisser prendre. Elle se mit à trotter et Boutin avait beau faire essayer de la retenir, elle s'en allait toujours plus loin, comme si elle était attirée par une force surnaturelle. Et pourtant, il ne voulait pas lâcher prise et tenait toujours solidement l'animal, essayant de l'apaiser par la voix et de la faire s'arrêter. Mais rien n'y fit, et la vache entraînait toujours le bonhomme là où elle voulait aller. Boutin se disait qu'il n'avait jamais vu une vache aussi robuste et aussi rapide que celle-là. Mais il s'entêta car il voulait savoir dans quelle étable elle aboutirait. Elle emmena à l'autre bout de ses pâtures. Brusquement, près d'une haie, un trou s'ouvrit et la vache s'y précipita, entraînant l'homme avec elle. Quelque peu décontenancé, mais ne lâchant pas la queue de la vache,
Boutin se vit à l'intérieur d'une magnifique salle qui avait tout l'air d'être un palais. Et là, autour de lui, étaient rassemblés des gens vêtus de beaux habits, qui festoyaient à la lumière de torches et de chandelles, qui étaient suspendus à la muraille. Le bonhomme n'en eut aucun doute, il venait d'entrer dans le palais des fées, dans ce domaine souterrain où elles s'étaient réfugiées depuis que les prêtres les avaient chassées en aspergeant d'eau bénite les champs et les prairies. Ainsi donc, elles s'étaient réfugiées dans ces grottes, non loin des humains. Et elles en profitaient pour faire paître leurs vaches sur ces pâtures. Voilà qui est bien malhonnête, se disait le bonhomme Boutin, car c'est moi qui fais pousser l'herbe, et ce sont ces gens-là qui en profitent. Cela ne se passera pas aussi facilement, on me doit un dédommagement. Et en regardant autour de lui, il vit des choses magnifiques, des monceaux d'or et d'argent, et de la vaisselle toute ruisselante de lumière. Les fées l'avaient entouré, et le regardaient avec bienveillance. Il lâcha la queue de la vache, et celle-ci s'en alla dans un recoin de la salle, où elle disparut. Boutin se sentit tout à coup fort mal à l'aise sous les regards de ces gens. Qu'allait-il donc lui arriver ? Il savait que les fées avaient des pouvoirs mystérieux et qu'elles pouvaient en user contre lui. « Que viens-tu chercher ici ?» demanda l'une des fées, en s'avançant vers lui. Il commença à bredouiller, mais se reprit assez vite. Puis la fée s'était adressée à lui sans colère apparente, il devait lui répondre aimablement. « Je viens seulement vous demander mon dû, » dit-il enfin. « Cela fait des semaines que votre vache broute l'herbe de mon pâturage. Il est juste que vous me payiez le dommage causé à ma récolte. »« Nous ne sommes pas malhonnêtes, » répondit la fée. « Il est normal que tu aies des compensations pour le tort que nous t'avons causé. Combien veux-tu » Boutin hésita. S'il demandait trop, il risquait de mécontenter les fées, mais en voyant tant de richesses accumulées, il en venait à penser que ce qu'il demanderait ne serait pas grand-chose pour des gens qui possèdent d'incroyables richesses. Certes, il ne les priverait guère, mais il avait quand même quelques scrupules, car, après tout, la vache ne l'avait pas mené à la ruine. « Vous pouvez bien me donner une mesure d'argent ?» répondit enfin le bonhomme. « Bien volontiers, » dit la fée. « Mais nous n'avons pas de mesure ici. Va donc en chercher une dans ta maison et reviens ici. Nous te la remplirons d'autant d'argent qu'elle pourra en contenir. » Le bonhomme Boutin ne se fit pas répéter 2 fois. Il rebroussa chemin, sortit du château des fées. En courant, et il se précipita vers sa maison. Là, il se munit de la plus grande mesure qu'il put trouver, et, toujours en courant, retourna au bout de ses pâtures. Tout émoustillé à l'idée qu'il allait être riche. Hélas, le trou qui menait au palais des fées était bouché, et Boutin eut beau arpenter tout son terrain, il n'en trouvera pas la moindre trace. Il se demanda s'il n'avait pas rêvé, mais comme il ne revit jamais plus la vache sur ses pâtures, il fut convaincu qu'elle était allée réellement chez les fées, mais que celle-ci lui avait joué un bon tour. Alors, pendant le reste de ses jours, il fouilla la prairie, la bouleversa en tous sens et creusa des galeries. Mais il ne put jamais retrouver l'entrée du palais des fées. En revanche, il mit au jour des carrières de sablon, et ce sont les premières qui furent exploitées dans le pays. Il s'agissait d'un conte des Côtes d'Armor. Ce conte, recueilli vers 1880 par un correspondant anonyme de Paul Sébillot, et publié par lui dans son Folklore de la Haute-Bretagne, fait partie d'une longue série de récits qui tentent d'expliquer l'origine des mines et des carrières. Série commune à tout le pays, où l'on voit les trésors souterrains gardés soit par le diable, soit par des puissances surnaturelles. Le schéma de base remonte très loin dans le temps et aussi dans la mythologie. Chez les Grecs, Pluton, Hadès, maître des enfers, était le riche, celui qui dispose des trésors de l'autre monde. Chez les anciens Celtes, la croyance est bien établie à propos des palais souterrains des dieux qui recèlent d'incroyables richesses. Le mythe est ici lié à une réalité. La présence dans les tertres mégalithiques d'objets précieux qu'on disposait auprès des défunts
et que traquaient sans scrupule les paysans des siècles passés. Mais l'intention moralisatrice n'est pas absente, puisque la découverte d'une carrière ou d'une mine à exploiter est une richesse bien matérielle et bien réelle. Et nous allons maintenant pouvoir passer au second conte, qui s'appelle « Le tourbillon de la fauconnière ». Au temps jadis, il y avait à Plévenon un pêcheur du nom d'Hervé, qui était connu à 10 lieues à la ronde, comme le meilleur et le plus beau garçon du pays. Toutes les filles avaient voulu se faire remarquer de lui, car il était aussi courageux et sérieux que beau, et elles espéraient toutes l'épouser. Mais Hervé n'avait Dieu que pour une fille du Tresselin, douce et gentille, et que chacun admirait et respectait. Mais cela n'empêchait nullement les filles de Plévenon de ne jamais rater l'occasion de le rencontrer et de lui prodiguer les sourires les plus aimables, voire les plus audacieux. Bref, Hervé le pêcheur était l'objet de toutes les convoitises de toutes celles qui étaient en âge de se marier. Or, en ce temps-là, il y avait des fées qui habitaient dans une grotte du Cap Fréhel, et on les appelait des houles. Comme elles se répandaient souvent parmi les gens, elles entendirent parler d'Hervé, le pêcheur, et voulurent toutes le connaître. L'une d'elles, la plus jeune et la plus jolie, revêtit même les habits d'une fille de la côte et s'en vint sur le chemin qu'il suivait, un soir qu'il rentrait chez lui. Et dès qu'elle l'eut aperçu, son cœur se mit à battre très fort. Elle en devint si amoureuse qu'elle se jura en elle-même qu'elle l'obtiendrait, de gré ou de force. Comme elle avait des pouvoirs magiques, elle jeta un sort sur Hervé pour l'obliger à venir le rejoindre le soir même, à minuit, sur le rocher de la Fauconnière, qui est le plus haut de tout le Cap Fréhel. Quand la nuit fut complète, Hervé se sentit subitement l'envie irrésistible d'aller se promener sur le rivage. Sa fiancée, qui se trouvait là, eut beau lui remontrer qu'elle était très dangereux de s'aventurer sur les rochers dans l'obscurité, Hervé lui répondit que c'était la pleine lune et qu'il ne risquait rien à suivre des sentiers qu'il connaissait fort bien. Elle se proposa alors de l'accompagner. Mais le pêcheur lui répondit d'un ton péremptoire et presque mauvais qu'il n'avait pas besoin de sa nourrice pour aller faire une promenade au clair de lune. Et sans plus tarder, le visage en feu et les yeux dans le vague, il sortit de la maison de ses parents et s'enfonça dans l'obscurité. Brusquement, les nuages se dissipèrent et la lune apparut dans tout son éclat. Le pêcheur ne fut pas long à revenir au cap, et il fut bien surpris de distinguer, assise sur le sommet du rocher de la Fauconnière, la plus belle des femmes qu'il n'eût jamais vue. Son premier réflexe fut de se dire que c'était la Sainte Vierge, telle qu'elle était représentée dans l'église de Plévenon, avec sa couronne d'or et son vaste manteau bleu. Mais en approchant, il vit que la couronne d'or n'était que le reflet de la lune dans sa chevelure blonde qui flottait légèrement au vent. Quant au manteau bleu, il s'aperçut que c'était un voile léger qui dissimulait à peine les formes gracieuses du corps de la femme. Elle souriait et, en voyant ce sourire, Hervé se sentit tout à coup emporté par le désir de l'entourer dans ses bras et de se serrer contre elle jusqu'à en être étouffé. Cependant, il se contint et, vaguement intimidé, s'arrêta à mi-chemin du sommet, les yeux perdus dans une sorte d'extase qu'il n'avait jamais connue. « Beau garçon, dit-elle alors, viens plus près de moi. » Le pêcheur s'avança. La lumière de la lune était telle qu'il voyait à travers son vêtement les moindres détails du corps de la fée. « Qui es-tu » dit-il péniblement. « Mon nom n'a pas d'importance, » répondit-elle, « et tu n'as pas besoin de le savoir pour m'aimer tel que je suis, tel que je t'apparais. Approche, beau garçon, approche et vois comme je suis belle. Et c'est pour toi que je suis belle, parce que je t'aime et que tu m'aimes. Tu viendras avec moi, et je t'emmènerai dans mon pays. Tu y verras les plus belles choses du monde, des plaines inondées de lumière jour et nuit, des chevaux qui courent sur les vagues, des forêts qui surgissent de la terre, des étoiles qui pleuvent sur la mer. Approche, beau garçon. » Le pêcheur fit encore quelques pas et se trouva à la hauteur de la fée.
Celle-ci lui tendit alors sa main droite qui tenait une coupe contenant un liquide qui n'était ni du cidre ni du vin. C'était un breuvage d'amour par lequel elle voulait s'attacher à jamais au jeune homme. « Bois, lui dit-elle, bois ce breuvage de vie que je t'offre en témoignage de mon amour. Désormais, tu ne souffriras plus jamais, ni la faim, ni la soif, ni les fatigues et les misères que sont le lot des pauvres humains. Bois, beau garçon, et ensuite je te prendrai par la main afin de t'emmener dans mon royaume. » En ce même moment, la fiancée d'Hervé, au village, désespérée d'avoir vu partir le pêcheur pour cette randonnée nocturne qui ne se justifiait pas, s'était mise à genoux et priait la Vierge et tous les saints du paradis de lui rendre celui qu'elle aimait d'un cœur sincère. Le pêcheur tendit la main vers la coupe que lui présentait la fée et la porta à ses lèvres, avide d'en boire le contenu et de suivre cette femme si belle et si émouvante dans le rayonnement intense de la lune. Et il allait boire, quand tout à coup, il recula, effrayé. C'était l'instant où sa fiancée venait de terminer sa prière et se relevait pour aller à la fenêtre guetter son ombre familière. L'image de sa fiancée lui revint brutalement en mémoire. Alors, d'un geste violent, il lança la coupe dans la mer. La fée poussa un cri terrible et sauta dans les flots. Hervé la vit disparaître et n'entendit plus que le bouillonnement des vagues. Mais la fée était immortelle, elle ne pouvait pas mourir. Cependant, on l'entendit longtemps pleurer de douleur et de désespoir. À l'endroit où elle avait plongé, se forma un tourbillon que les marins connaissaient bien et qui les épouvante lorsque le vent les pousse dans cette direction. Et depuis ce temps-là, la mer est devenue salée à cause des larmes que verse la fée du Cap Fréhel, parce qu'elle n'a pas pu obtenir l'amour d'un jeune et beau pêcheur de Plévenant. Deux thèmes bien connus se rejoignent dans ce conte recueilli à la fin du XIXe siècle en pays gallo et inséré par Paul Sébillot dans son folklore de Haute-Bretagne. Le conte témoigne de la méfiance qu'on avait encore à cette époque envers la femme fatale, c'est-à-dire la fée des antiques traditions, devenue créature de Satan dans la mentalité puritaine, qui caractérise une société rurale qui ne sait plus très bien sur quels critères elle doit se maintenir au milieu des querelles idéologiques qui se font chaque jour plus pressantes. Ce thème de la femme fatale, la banshee, est abondamment traité dans la légende irlandaise, mais sans connotation moralisatrice. Ici, dans un contexte clérical, on met en garde les jeunes gens contre les dangers représentés par la femme, descendante directe d'Ève, la pécheresse qui a perdu l'humanité. Le second thème qui apparaît ici fait partie de ces innombrables explications de phénomènes naturels, en l'occurrence la raison pour laquelle la mer est salée. Bon, on va essayer de ne pas juger des très vieux contes sur leur morale, tout en étant conscient de quoi ça parle. Hein. Le troisième conte s'appelle « L'histoire de Jopig des Ronces ». Et cette fois-ci, c'est un conte de Plougonven du Finistère. Histoire de Jopig des Ronces. Jopig était soldat, quelque part du côté de Rennes. Il avait obtenu une permission de 15 jours pour retourner chez lui, près de Plougonven, dans un village presque abandonné où les buissons d'épines étaient abondants. C'est pourquoi on l'appelait Jopig des Ronces. Il était tout joyeux de revoir ses parents et sifflotait en marchant à travers la campagne. Il passa par un bourg, en quelques kilomètres de chez lui, et rencontra d'anciens camarades qui l'invitèrent à aller jouer aux cartes dans une auberge. Il y alla, bien satisfait de pouvoir se reposer un peu et d'avoir des nouvelles du pays. Il jouait déjà depuis 6 heures, et minuit venait de sonner, quand un homme entra dans l'auberge, qui demanda à jouer avec eux. C'était un grand gaillard, tout vêtu de noir, et qui avait des yeux brillants. Jopig et ses camarades acceptèrent de faire 1 ou 2 parties avec lui. Ils se réjouirent d'ailleurs, car il gagnait beaucoup, et l'homme noir perdait toujours. À un moment, l'homme noir perdit une de ses cartes qui tomba sur le sol. Jopig se baissa pour la ramasser, mais, ce faisant,
il aperçut les pieds de l'homme noir sous la table et en fut horrifié. Il avait en effet des pieds de cheval, et Jopig comprit bien qu'il était en train de jouer avec le diable. Il se garda bien de dire quelque chose, se contentant de quitter le jeu pour satisfaire un besoin pressant au dehors. Mais dès qu'il fut sorti, il se précipita vers le presbytère et réveilla le recteur. Celui-ci était de fort mauvaise humeur d'avoir été dérangé dans son sommeil, et quand Jopig lui demanda son aide pour se débarrasser de Satan, il le prit très mal, disant que ce n'était pas une bonne affaire. Il fallut que Jopig insistât, et lui promit qu'il tiendrait le diable au moment où le prêtre lui mettrait son étole au cou pour que celui-ci acceptât de venir. Ils entrèrent dans l'auberge par une petite porte dérobée, et sans bruit se glissèrent derrière l'homme noir. Jopig se jeta sur lui pour l'immobiliser et cria à ses camarades d'en faire autant. Mais le diable sautait en l'air et donnait des coups de tête jusqu'au plafond. Enfin, le recteur parvint à lui passer son étole autour du cou en prononçant les paroles de l'exorcisme. Aussitôt, il y eut une sorte d'éclair et l'homme noir fut changé en un chien roux qui grognait férocement et voulait mordre ceux qu'il tenait. Ils furent tous très effrayés, et le prêtre dit à Jopig : « Il n'y a qu'un seul moyen pour s'en débarrasser. Il faut que tu attaches ce chien avec une corde et que tu le conduises dans tous les presbytères de la région. Il se trouvera bien un recteur pour aller noyer le chien. Moi, je ne peux pas le faire, car je n'en ai pas la force. » « Très bien, » dit Jopig. « Je le ferai. » Il s'en alla sur les chemins et arriva à Guerlesquin au petit matin. Le recteur allait dire sa messe, et Jopig des Ronces lui expliqua ce qu'il attendait de lui. « Malheureux, répond le recteur, tu t'es mis dans une situation bien dangereuse pour ton âme. Si tu renonces maintenant, ou si le chien t'échappe, il te mènera tout droit en enfer. Mais moi, je n'ai pas la force de le noyer. Va-t'en jusqu'à l'Anéanou, et demande au recteur s'il peut le faire. » Jopig des Ronces s'en alla jusqu'à l'Anéanou. Mais le recteur fit la même réponse et l'envoya à Scrignac. Jopig repartit alors en traînant le chien derrière lui. Le chien était de plus en plus furieux et agressif et se débattait, voulant s'enfuir au plus vite. Dans les villages qu'il traversait, les enfants leur jetaient des pierres. Parfois, le chien ne voulait plus avancer, et Jopig ne pouvait ni le laisser ni le frapper, car alors le chien aurait sauté sur lui et l'aurait probablement égorgé, ou bien se serait à nouveau transformé en diable, avec un corps et des pieds de cheval. Mais à Scrignac, le recteur lui fit la même réponse, et l'envoya à Bérien. Pendant des jours et des nuits, le malheureux Jopig alla de presbytère en presbytère, sans qu'aucun prêtre n'acceptât de le secourir. Il était exténué et fourbu lorsqu'il arriva chez le recteur de Bottmer. Il lui expliqua rapidement pourquoi il était venu le trouver. « Je vais le faire, » dit le prêtre. « Il fallait que tu passes par toutes ces paroisses pour en arriver là. Ce n'est pas une mince affaire que de noyer le diable, mon garçon, et je te demande d'avoir beaucoup de courage. Si tu as peur, il nous emmènera tout droit au fond du marécage. C'est là que se trouve la porte de l'enfer. Allons-y tout de suite. » Le chien grognait et s'agitait de plus en plus. Le recteur et Jopig partirent dans les chemins creux qui menaient vers le Yeun, ce vaste marécage qui s'étend sous la montagne Saint-Michel des Monts d'Arrée, et qu'on appelle maintenant le réservoir Saint-Michel. Ils eurent beaucoup de mal à retenir le chien qui tentait de s'enfuir, mais ils parvinrent cependant au bord de l'eau. Le prêtre dit alors à Jopig : « Prends le chien par les pattes arrière. » Ce que fit Jopig. Le prêtre saisit l'animal par les pattes avant, et dans un seul élan, ils le lancèrent de toute leur force vers l'eau. « Couche-toi sur le ventre !» cria le prêtre. Jopig s'aplatit contre le sol, et le recteur en fit autant. Quand le chien tomba dans l'eau, il eut un prodigieux jaillissement d'écume et de vapeur, et la terre trembla dans tous les alentours. Puis, le silence revint, comme s'il ne s'était rien passé. Le prêtre et Jopig revinrent vers Bottmer, très las, et ils tremblaient de tous leurs membres. Cependant, comme Jopig avait erré dans tous les presbytères du pays pendant tous ces jours, son temps de permission s'était écoulé,
et il ne pouvait même plus aller chez lui. Il repartit pour son régiment, après avoir remercié le recteur de Bottmer de l'avoir débarrassé du chien, et lui avoir promis qu'il ne jouerait plus jamais aux cartes à l'heure de minuit dans les auberges. Voilà l'histoire de Jopique des Ronces. Ce conte terrifiant, recueilli au début du XXe siècle et publié en 1913 dans la Revue des traditions populaires, rend fort bien compte de la terreur qu'inspiraient les visions nocturnes fantasmatiques dans les campagnes. Il est dans la même tonalité que le célèbre récit Anne Offeren Drantel, recueilli par Anatole Le Braz aux environs de Ménébré, et qui a pour personnage principal l'énigmatique Tatkos, prêtre exorciste légendaire, mais néanmoins caractéristique de la croyance selon laquelle les marais de Yonelez, près de Bottmer et de Brennelis, sont une des portes de l'enfer. Ici, comme dans le conte de Le Braz, l'exorcisme ne peut s'accomplir que par une sorte de pèlerinage à travers une série de paroisses, pèlerinage qui est épreuve d'endurance contre les forces maléfiques et sataniques. La morale chrétienne n'est pas absente non plus. Il est déconseillé de passer ses nuits en jouant aux cartes. Effectivement. Alors, le prochain conte s'appelle La princesse aux cheveux d'or. Et il s'agit d'un conte des Côtes d'Armor, encore une fois. La princesse aux cheveux d'or. Il y avait une fois un roi très puissant qui avait un fils unique qu'on appelait le prince Ewen. Non loin de la ville où il avait sa résidence s'étendait une vaste forêt qui était pleine de bêtes fauves et d'animaux qui causaient beaucoup de dégâts aux cultures. Les paysans d'alentour se plaignaient souvent auprès du roi des dommages provoqués par ces animaux, si bien que le roi décida qu'il fixerait un jour pour entreprendre une grande chasse. Il voulait y inviter tous les chasseurs du royaume. Mais le jeune prince, qui était lui-même un chasseur intrépide, lui dit « À quoi bon, mon père, faire venir tout le monde pour détruire quelques loups et quelques sangliers? Ne serais-je pas là pour cela? À l'aide de mon valet, j'aurais bien vite purgé la forêt de toutes ces bêtes nuisibles. » Le prince Ewen pouvait chasser partout où bon lui semblait, sauf dans cette forêt, car son père lui avait expressément défendu d'y pénétrer. Mais il insista tant que le roi lui permit d'aller chasser avec son valet. « Mais, ajouta-t-il, il faut que vous me promettiez de ne jamais vous séparer, une fois dans la forêt, et de ne pas revenir ici l'un sans l'autre. » Ils promirent, et s'en allèrent tout joyeux dans la forêt. Or, quand ils furent arrivés, le prince Ewen oublia bien vite sa promesse qu'il avait faite à son père. Il dit à son compagnon « Nous serions plus efficaces si nous allions chacun de notre côté. Séparons-nous donc et au coucher du soleil, nous nous retrouvons ici, près de cette fontaine. Ainsi, nous rentrerons ensemble à la maison. » Ils allèrent donc chacun sur un chemin différent. Ewen aperçut bientôt une biche, assise sur son derrière et qui le regardait tranquillement venir. Il la coucha en joue et allait tirer quand il fut bien surpris d'entendre la biche lui parler. « Oserais-tu tirer sur moi, fils du roi ?» lui dit-elle. « Comment ?» s'écria le prince. « Tu parles donc dans la même langue que les hommes ?» ?»« Oui, répondit-elle. Et j'ajouterai même que tu dois promettre de m'épouser. Sinon, tu ne sortiras pas vivant de cette forêt. » Ewen commençait à comprendre pourquoi son père lui avait interdit de pénétrer dans la forêt et pourquoi il ne voulait pas qu'il se séparât de son valet. « Mais, dit-il, je ne peux pas épouser une biche, moi qui suis un homme. »« Alors, attends-toi à mourir sur l'heure. Choisis donc, ou mourir, ou promettre de m'épouser. »« Mais je ne veux pas mourir si jeune. »« Eh bien, dit la biche, reviens ici demain et je t'en dirai plus long, mais je te préviens. Malheur à toi si tu me fais défaut. » La biche s'enfonça alors au plus profond de la forêt. Et le prince, Ewen, revint à la maison, triste et pensif. Quand il y arriva, son valet y était déjà, car il n'avait pas trouvé le prince au lieu de rendez-vous,
et il était entré pour dire au roi que son fils avait disparu. Le roi voulait mettre le valet en prison parce qu'il était revenu seul, malgré sa promesse. Mais Éwen dit à son père que c'était sa faute, à lui seul, car il n'avait pas été exact au rendez-vous. Le roi fit donc grâce au valet. Le soir, vers la fin du repas, comme on causait de choses et d'autres, la conversation tomba sur la chasse. Chacun racontait quelque exploit et c'était à qui rivaliserait de vantardise. Un peu excédé par ce qu'il entendait, le roi demanda alors à son fils. « Et toi, Éwen, quelle a été ta chasse aujourd'hui ? Il semble que tu n'y aies pas été très heureux, car je ne te vois pas dans ta gaieté habituelle. »« Certes, mon père, répondit le jeune homme. Je n'ai guère été heureux. Je n'ai ramené aucun gibier, mais il m'est arrivé une aventure singulière. »« Comment cela ? » dit le roi. « Raconte, je t'en prie. » Une fois arrivés dans la forêt, nous nous sommes séparés, mon valet et moi. J'étais sur un chemin qui semblait n'avoir pas de fin, quand j'ai vu une biche assise dans la clairière. J'allais tirer sur elle quand elle m'a parlé. J'en étais bien étonné, mais j'ai été encore plus étonné quand elle m'a dit que je devrais mourir si je refusais de l'épouser. À ces mots, le roi ne put cacher son désespoir. Il se mit à verser d'abondantes larmes. Puis, quand il fut calmé, il dit à son fils : « Hélas, je t'avais pourtant recommandé de ne pas te séparer de ton valet. Tu ne m'as pas écouté. À présent, le mal est fait, et personne ne peut aller contre le sortilège qui pèse sur cette forêt. Il faut te résoudre à épouser la biche. » Le lendemain, le prince Éwen s'en alla tout seul dans la forêt. Il trouva la biche qui l'attendait au même endroit que la veille. « Suis-moi, fils du roi, » dit-elle simplement. Elle alla devant et le prince la suivit. Ils traversèrent une grande lande, puis ils arrivèrent dans une vaste prairie au milieu de laquelle s'élevait comme une immense taupinière. La biche se dirigea droit vers ce monticule et y pénétra par une ouverture qui se trouvait du côté du soleil levant. Éwen y pénétra également, mais avec beaucoup d'appréhension car il faisait très sombre. Ils descendirent longtemps et finirent par arriver dans un pays où rien ne paraissait être comme le monde qu'ils venaient de quitter. Les plantes et les animaux étaient tous différents. Le soleil était plus brillant, l'air de plus en plus pur et parfumé. Éwen vit également un château magnifique et s'extasia devant sa beauté. « Tu en verras de bien plus beaux, » lui dit la biche. Elle alla encore plus loin. Il vit un deuxième château, encore plus brillant que le premier. Puis un autre plus loin, un troisième, était en or massif, si radieux sous les rayons du soleil qu'il en était presque aveuglé. « C'est le château de mon père, » dit la biche. Ils entrèrent dans le lieu. Celle-ci était peuplée de cerfs et de biches, et en entrant, Éwen vit dans la cour un troupeau de cerfs qui portaient des fusils et faisaient l'exercice exactement comme des soldats. La biche présenta le prince à son père, un vieux cerf avec une ramure superbe, puis elle lui fit visiter tout le château et les jardins. Éwen n'en croyait pas ses yeux, tant la splendeur était incroyable. Enfin, le soir, on lui servit un excellent repas, et on le fit coucher dans un lit confortable où il dormait d'une traite, jusqu'au matin. Il demeura dans le château près d'un mois, mais le prince croyait bien qu'il y avait à peine quelques jours qu'il se trouvait là. Un jour, la biche dit au prince Éwen : « Prince, n'oublie pas que tu as promis de m'épouser. Il est temps maintenant, le mariage aura lieu demain. »« Comme tu voudras, puisque je dois me marier avec toi, » dit Éwen avec résignation. On se rendit à l'église en grande cérémonie, mais à l'exception du prince, ce cortège se composait de cerfs et de biches, et le prêtre lui-même était un vieux cerf habillé en évêque, avec une belle mitre dorée sur la tête. Les anneaux étaient sur un plateau d'or. L'évêque pria le prince pour passer la bague à la patte de devant gauche de sa fiancée. Éwen prit la bague. Mais dès qu'il eut touché la patte de la biche, celle-ci se changea immédiatement en une princesse belle comme le jour. Et aussitôt, tous les cerfs et toutes les biches qui assistaient à la cérémonie devinrent eux aussi des princes, des princesses, des seigneurs et des prêtres. Tous s'empressaient
autour du jeune homme en disant « 1000 bénédictions sur toi, prince Ewen. Il y a si longtemps que nous étions ici, sous cette forme animale, retenue par un sortilège lancé par le géant Caledaben. Puisse-t-il être maudit? Tu as levé l'enchantement et tu nous as délivrés de notre longue prison. » Ils retournèrent alors au château, pleins de joie et de bonheur. Et il eut un festin magnifique, et quand l'heure fut venue d'aller se coucher, le prince voulut accompagner sa jeune femme dans sa chambre. « Non, dit-elle, pas encore. Pendant 3 nuits de suite, tu me conduiras jusqu'à la porte de ma chambre, puis, lorsque j'y serai resté 3 heures, à chaque fois, tu reviendras me chercher, sans jamais entrer dans ma chambre, et sans jamais essayer de voir ce qui s'y passe. Après ces 3 nuits, je serai complètement libéré et je te suivrai où tu voudras. Mais je t'en prie, fais exactement comme je t'ai dit. » Le prince fut quelque peu contrarié, on s'en doute, mais il conduisit sa femme la première nuit jusqu'à la porte de sa chambre et revint la chercher 3 heures plus tard. La seconde nuit, il fit de même, mais la 3e nuit, la curiosité l'emporta sur la raison. Il regarda par le trou de la serrure ce qui se passait à l'intérieur. Or, il vit la princesse se peigner les cheveux à l'aide d'un peigne en or fin, et à chaque coup de peigne, des pièces d'or tombaient de sa tête sur un plat d'or. Il fut bien étonné de ce qu'il voyait, mais il se garda d'en parler à quiconque. Cependant, quand il revint, au bout de 3 heures, comme il avait fait les 2 nuits précédentes pour chercher la princesse, il ne trouva personne dans la chambre. Il eut beau appeler, il n'y eut aucune réponse. La princesse avait disparu. Très décontenancé, et ne sachant que faire, il s'en alla auprès du père de la princesse et lui exposa ce qui s'était passé. « Hélas, répondit le vieillard, ta curiosité est cause de ton malheur, mais aussi du malheur de ma fille. Le géant Caledaben l'a enlevée et emportée par-delà la mer Rouge, en son château de Roche Noire. Ce château est suspendu au-dessus de la mer Noire entre le ciel et la terre, et nul mortel ne peut y revenir. Cet or que tu as vu tomber de la tête de ma fille était pour Caledaben. Pour être délivrée complètement du sortilège lancé par le géant, elle avait 3 douzaines de plats d'or à lui fournir, mais personne ne devait le savoir. La voilà retombée pour toujours au pouvoir de Caledaben. » Le prince fut sincèrement désolé de ce qu'il avait fait. Il partit sur le champ à la recherche de la princesse et jura de ne s'arrêter ni le jour ni la nuit avant de l'avoir retrouvée saine et sauve. Il s'en alla donc à travers le monde sans s'arrêter autrement que pour demander si quelqu'un savait où se trouvait le château du géant Caledaben. Mais personne ne savait quoi que ce soit à ce sujet. Il passa la mer Blanche et la mer Rouge sans avoir pu recueillir le moindre renseignement. À force de marcher, le prince Ewen arriva dans un grand désert de sable, ne trouvant plus d'habitation, et réduit à se nourrir d'herbes. Il était bien faible et aurait fait pitié à quiconque l'aurait vu. Mais cependant, le courage ne l'abandonnait pas, et il allait toujours plus avant, au hasard et à la garde de Dieu. Il arriva ainsi un jour au bout du désert, près d'une montagne. Il y avait là un grand arbre, et sous les branches de l'arbre, il remarqua un tas de bois sec, amassé et disposé comme pour un feu de joie. Cela l'étonna, mais il lui fit grand plaisir, car si ce bois avait été ainsi mis en tas, ce ne pouvait être que par des hommes ou des femmes. Le soleil venait de se coucher et il résolut de passer la nuit sur une des branches de l'arbre, persuadé que ceux qui avaient amassé le bois y reviendraient mettre le feu tôt ou tard. Il y avait si longtemps qu'il n'avait pas rencontré des êtres humains qu'il se réjouit de pouvoir parler à quelqu'un et lui demander s'il connaissait le chemin qui menait au château de Caledaben. Il monta donc sur l'arbre, s'installa sur 2 fourches entre 2 branches et attendit. Quelque temps après, il vit arriver un homme d'une taille assez élevée. L'homme vint jusqu'à l'arbre et s'arrêta au-dessous, en disant « Voilà 700 ans que je suis parti d'ici. Je voudrais bien savoir ce que sont devenus mes 2 frères. Nous étions convenus de nous retrouver au pied de cet arbre. Nous avions dit aussi que
Le premier arrivé mettrait le feu au bûcher que nous avons mis en place avant de nous séparer pour aller aux quatre coins du monde. Assurément, je suis le premier, et je ne manquerai pas à notre engagement. » Aussitôt, il mit le feu au bois qui était entassé. Un moment après, le prince Ewen, toujours sur son arbre, vit arriver un deuxième homme, lui aussi de taille assez élevée, qui, voyant le feu allumé, s'écria « Dieu soit loué, au moins un de mes frères vit encore !» Un troisième homme, aussi grand que les autres, vint les rejoindre. « Tous les trois en vie !» s'écrièrent-ils. Ils s'embrassèrent en pleurant de joie. Puis ils s'assirent autour du feu en se racontant réciproquement leurs aventures et qu'ils avaient rapportées de leur expédition à travers le monde. « Moi, dit l'aîné, j'ai une épée. Vous la voyez qui a une vertu magique. Quand je lui dis « besogne mon épée », elle abat 100 hommes à chaque coup. On a vite fait de détruire une armée entière avec une telle merveille. Moi, dit le deuxième, j'ai des bottes, vous les voyez, qui ne sont pas ordinaires. Quand je dis 100 ou 150, je fais 100 ou 150 lieues à mon choix d'une seule enjambée. Moi, dit le troisième, j'ai une serviette, vous la voyez, qui est bien utile. Quand je lui dis « serviette, fais ton devoir », aussitôt, je trouve dessus tous les mets et toutes les boissons que je désire. Eh bien, reprit l'aîné, avec cette épée et ces bottes et cette serviette, je pense que nous n'avons pas notre pareil sur ces terres. À nous trois, nous pourrons faire ce que nous voudrons et dominerons le monde. Oui, dit le deuxième, mais je propose qu'on éprouve d'abord le pouvoir de la serviette, car il y a bien longtemps que je n'ai pas ni mangé ni bu. Alors, le plus jeune des trois frères étendit sa serviette sur l'herbe, au pied de l'arbre, et dit « Serviette, fais ton devoir !» Aussi, la serviette se couvrit de pain blanc, de lard, de saucisses, de rôtis, de cidre et de vin délicieux. Ils se mirent à manger et à boire sans se faire prier, et ils trinquèrent à leur retrouvailles. Ils trinquèrent même si souvent que le cidre et le vin leur montèrent à la tête et qu'ils sombrèrent dans un profond sommeil, tous les trois, autour du feu. Cependant, sur la fourche de l'arbre, le prince Ewen ne dormait pas. Il n'avait pas perdu un mot de ce que les trois frères s'étaient dit, et il avait bien vu comment la serviette leur avait fourni nourriture et boisson. Profitant de leur ivresse et de leur sommeil, il descendit de l'arbre et s'empara de l'épée. Quand il la tient dans sa main, il dit « Par la vertu de mon épée, que les trois frères soient tués et hachés en menus morceaux !» Il n'avait pas terminé ses paroles que l'épée sortit d'elle-même du fourreau et qu'elle se mit à frapper comme si elle était enragée les dormeurs. Et à coups si pressés qu'en fort peu de temps, ils furent réduits en morceaux menus, comme chair à pâté. Le prince attacha alors l'épée à sa ceinture, puis la serviette, et chaussa les bottes. Puis, sans prendre la peine de se reposer, il partit dans la nuit sombre. Grâce à ses bottes, il sauta par-dessus la montagne et, au lever du jour, il se retrouva dans une grande plaine, au milieu de laquelle il distingua une immense taupinière. C'est par là qu'il se dirigea. Sur le sommet de la butte était assise une vieille femme. La figure ridée comme une pomme de l'année précédente, avec des cheveux blancs dénoués et flottants, et une dent unique et longue qui branlait dans sa mâchoire supérieure. « Bonjour, grand-mère, » lui dit le prince Ewen. « Bonjour à toi, mon fils, » répondit-elle. « De quel pays es-tu ?»« De la Basse-Bretagne, grand-mère, » dit le prince. « Ah, » dit la vieille, « oui, je connais ce pays-là, car mes fils y vont souvent. Mais c'est très loin d'ici, il me semble. »« C'est très loin, en effet, » dit Ewen, « et j'ai mis beaucoup de temps à venir jusqu'ici, mais, grand-mère, je suis fatigué de mon voyage. Aurais-tu la bonté de me loger pour cette nuit ?»« Te loger, moi ? Chez moi ?» s'écria la vieille femme. « Hélas, tu tombes mal, mon enfant. Sache que je suis la mère des vents. J'ai 4 fils qui sont terribles garnements, et je crains bien qu'il ne t'arrive quelque malheur. Mais peu importe, ta mine et ton allure me plaisent, et je te logerai bien volontiers. Rassure-toi, je te protégerai contre mes fils. Ils vont bientôt arriver avec un vacarme épouvantable. Et comme je sais qu'ils meurent de faim, ils voudront tout de suite te dévorer. Mais n'aie aucune crainte, cependant. Je saurai bien les mettre à la raison. » La vieille femme fit entrer le prince Ewen dans sa hutte, faite de branchages à travers lesquels sifflaient tous les courants d'air du monde. Ewen se sentit fort mal à l'aise, mais sans plus s'occuper de lui, la vieille se mit à préparer le repas de ses fils.
Ceux-ci arrivèrent bientôt, tous les quatre ensemble, dans un bruit épouvantable. Les cailloux volaient dans tous les chemins, les arbres craquaient et sifflaient en se tordant. Tout cela était effrayant. Ils firent irruption ensemble dans la hutte en criant « Mère, nous avons faim, donne-nous à manger !» Tout à coup, l'un d'eux dit « Je sens ici une odeur de chrétien, je veux le manger tout de suite. Je voudrais bien voir cela !» s'écria la vieille. « Mangez mon neveu, le fils de ma sœur, un si gentil garçon qui est venu me voir. Je vous empêcherai de lui causer le moindre mal, garnement. » Et, comme il ne se montrait guère disposé à obéir, elle prit le tronc d'un jeune ormeau qu'elle avait déraciné dans son jardin, et elle se mit à corriger ses fils, les frappant durement et pendant un long moment. « Assez, mère !» criait-il, « nous ne ferons pas de mal à notre cousin. »« À la bonne heure !» dit la vieille. « Maintenant, mettez-vous à table, je vais vous servir à manger. » Ils paraissaient aussi soumis que des enfants. Le prince Ewen s'assit à côté d'eux et partagea leur repas. Quand celui-ci fut terminé, ils se réunirent autour du feu et causèrent de choses et d'autres comme s'ils ne se connaissaient depuis toujours. « Et où vas-tu ainsi » demanda Vent du Nord à Ewen. « Je suis à la recherche du château du géant Caldaben, cher cousin, » répondit le prince. « Je crois qu'on l'appelle le château noir et qu'il se trouve suspendu dans les airs entre le ciel et la terre. Si quelqu'un pouvait m'en parler, j'en serais très heureux. »« Certes, » dit Vent du Nord, « tu ne peux pas mieux tomber, j'en arrive précisément du château du géant Caldaben. C'est demain qu'il doit épouser la princesse aux cheveux d'or, et à cette occasion, il y aura un festin magnifique. Comme il y fait très chaud là-bas, je dois y aller pour rafraîchir les invités. »« Ah, cousin, » dit Ewen, « ces nouvelles m'attristent et me comblent de joie. Est-ce que tu pourrais pas m'emmener avec toi ? » ?»« Je le veux bien, à condition que tu puisses me suivre, car je vais si vite qu'aucun homme n'est capable de m'accompagner lorsque je vais d'un bout à l'autre de la terre. Ne t'inquiète pas pour cela, j'irai aussi vite que toi si tu me montres le chemin. » Le lendemain matin, Vent du Nord et le prince Ewen partirent ensemble dès que le soleil fut levé. Ewen avait chaussé ses bottes merveilleuses, et Vent du Nord avait beau aller très vite, Ewen était toujours sur ses talons, ce qui l'étonnait grandement. Enfin, après avoir traversé bien des plaines, bien des montagnes et bien des mers, ils arrivèrent au château noir qui était suspendu entre ciel et terre, au-dessus de la mer Noire. « À présent, dit Vent du Nord, je vais te jeter avec un souffle par-dessus les murailles dans le château. » Effectivement, il souffla sur Ewen de telle sorte qu'il arriva tout droit dans la chambre de la princesse aux cheveux d'or, dont la fenêtre était ouverte. La princesse dormait, tendue sur un lit d'or et de soie. Mais, au bruit qu'Ewen fit en tombant sur le plancher, elle se réveilla en sursaut et poussa un grand cri. Les servantes accoururent et, voyant un étranger dans la chambre, elles allèrent avertir le géant. Celui-ci dépêcha 12 sergents pour s'emparer de lui et le jeter en prison. Mais le prince ne s'en effraya pas le moins du monde. Il dégaina son épée et dit « Besogne, ma bonne épée, quoi qu'il soit mis en morceaux, menu comme chair à pâté. » Il n'avait pas terminé sa phrase que l'épée tomba sur eux, comme une enragée, et en un moment, tout fut terminé. La princesse avait reconnu son mari et lui témoigna une grande joie. Après ce qu'elle venait de voir, elle était bien persuadée qu'il réussirait à le délivrer du géant Caldaben. Mais elle lui exposa ce qu'il devait faire. « Le géant, dit-elle, reconnaîtra ton épée, tes bottes et ta serviette, car elles lui ont été dérobées par 3 de ses ennemis. Sachant bien que tu n'as rien à craindre de lui aussi longtemps que tu les auras en ta possession, il usera de ruses pour essayer de te les enlever. Il te fera donc bonne mine et t'invitera à visiter ce château avec toutes ses merveilles qu'il renferme. Après t'avoir conduit partout, il te proposera de te faire voir la chambre où sont les livres de magie et ses instruments de sorcellerie, en te disant que tu n'as jamais vu quelque chose d'aussi extraordinaire. Mais garde-toi bien d'entrer dans cette chambre, sinon nous serons perdus, toi et moi, à jamais. » Le géant vint en effet vers le prince Ewen avec un sourire gracieux. « Je suis très honoré de ta visite, fils du roi, » lui dit-il. « Je reconnais bien l'épée, les bottes et la serviette que tu as. Quel homme tu es avec toutes ces merveilles. Je vois que nous sommes tous les deux de grands magiciens. Aussi, je vais te montrer ce que je possède en fait de livres de magie, de talismans et d'instruments de sorcellerie. Si tu as ces objets admirables, moi j'en ai d'autres qui te plairont sûrement.
Viens avec moi dans cette chambre où je garde mes trésors. Non, non, répondit Ewen. Je ne me laisserai pas prendre comme un nigaud, Caldaben, et je n'entrerai pas dans cette chambre. Il dégaina immédiatement son épée et lui ordonna de faire sa besogne. L'épée se précipita sur le géant, comme si elle était enragée, et en un instant, elle le hacha en menus morceaux qui furent dispersés à droite et à gauche, dans toutes les directions, pour les empêcher de se rejoindre et de se reconstituer à un corps vivant. Puis, il se retourna vers la princesse, qui lui sauta au cou en bondissant de joie. « Nous voici enfin délivrés à tout jamais de ce maudit Caldaben, dit-elle. À présent, son château et tout ce qu'il contient sont à toi. Nous l'emmènerons un jour dans notre pays grâce au livre du géant qui renferme toute sa magie. Il sera facile de l'enlever et de le transporter. » Ils montèrent tous les deux dans le char de Caldaben, qui s'éleva aussitôt et les emporta à travers les airs. Et le château les suivit par le même chemin. Quand ils arrivèrent au pays de la princesse, ils apprirent que son vieux père était mort. Ce fut le prince Ewen qui devint roi. Il alla chercher ses parents, et pendant 1 mois entier, il y eut des fêtes et des festins. Alors, il y a une petite note de bas de page, juste après que le conte nous dise que les morceaux du géant se dispersent à tous les endroits pour empêcher de se reconstituer à un corps vivant. On nous dit que c'était une croyance populaire très répandue à propos des diables, des magiciens et des sorciers. C'est aussi pour cela qu'on dispersait les cendres des hérétiques et de tous ceux qui étaient accusés de diablerie. Ce conte a été recueilli vers 1860 dans une très longue version et très détaillée par l'éminent collecteur F.M. Luzel, qui l'a publié dans le volume 2 de l'éphémère revue Mélusine. Il s'agit d'un récit assez touffu où se croisent différents thèmes. On y reconnaît celui de La Belle et la Bête, celui du château dans les airs, celui des 3 objets magiques, et bien entendu celui de la quête de la femme enlevée par un dieu de l'autre monde, qui constitue la trame du Lancelot ou le chevalier à la charrette, de Chrétien de Troyes. Mais l'ensemble du conte baigne dans une étrange atmosphère de sorcellerie qui n'est pas sans évoquer les anciens récits irlandais à propos des pouvoirs extraordinaires des druides. Le vernis chrétien, qu'on attendrait ici, en plein 19e siècle, est presque totalement absent, redonnant toute leur place aux traditions païennes les plus archaïques. Et voilà, qui clôture notre lecture de Contes et légendes de pays celtes pour aujourd'hui. J'espère que vous avez eu bonne écoute et je vous souhaite une très bonne journée, jeune licorne francophone.